Où préfériez-vous vivre? Au Qatar ou au Québec? Ah, l'appel du luxe, du sable et du soleil. Vous êtes peut-être tenté de répondre le Qatar. Mais ça, c'est seulement si vous êtes bien nanti. Imaginez maintenant que vous vous retrouviez à être la personne la plus pauvre du pays. Ou une femme. Ou un ouvrier du bâtiment qui travaille sur un stade de foot. Dans quel pays préfériez-vous être? Pourtant, si l'on suit le PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant, le Qatar est bien mieux classé que le Canada. Donc, on pourrait supposer que la vie est meilleure là-bas puisque les habitants semblent être plus riches. Mais la richesse par habitant, ça ne nous dit pas grand-chose. Premièrement, c'est une moyenne. Donc, si on a des gens extrêmement riches, notre PIB va forcément être plus élevé. Mais ensuite, cela ne nous dit rien sur les conditions de vie. Je parle ici de l'alphabétisation, l'espérance de vie, la condition de la femme, etc., etc. Bref, un indice monétaire ne dit pas grand-chose sur comment vivent les gens dans un pays. Et pourtant, cet indice a longtemps servi à comparer les États. Mais moins maintenant, et ça c'est grâce entre autres aux recherches de Martha Nussbaum sur les capacités. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Martha Nussbaum, c'est une philosophe américaine qui est professeure de droit et d'éthique à l'Université de Chicago. Elle a reçu de nombreux prix pour ses divers travaux, dont cette année le Holberg Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel des sciences humaines. Ah ouais, juste ça! Et en parlant de prix Nobel, l'approche des capacités dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une théorie qu'elle a développée avec une autre personne, un autre prix Nobel, le prix Nobel d'économie, Amartya Sen. Celui-ci était très critique de l'approche du PIB comme approche comparative des pays puisque, comme on l'a vu, cela ne reflète absolument pas la vie des personnes. Nussbaum et Sen vont chercher une autre façon d'évaluer la qualité de vie. Plutôt que d'y aller avec le PIB, une première possibilité est d'envisager un indice de satisfaction de préférence. C'est l'option proposée par les utilitaristes contemporains. Pour la faire courte, l'utilité à maximiser ici, c'est la satisfaction des préférences personnelles. C'est mieux que le PIB car on ne focalise pas tant sur l'argent, qui finalement ne nous dit pas grand-chose, mais sur comment chacun perçoit sa vie. Mais pour Nussbaum, cela pose un gros problème. Le problème, c'est que la satisfaction des préférences, c'est un enjeu psychologique et non pas un enjeu de justice. En fait, si on prend les recherches du psychologue américain Dan Gilbert, on voit vite ce qui pose problème. Si on nous demande sur 10 à quel point on est heureux, on va répondre à un chiffre un peu au hasard et ce chiffre ne va pas prendre en compte notre situation objective. En fait, selon Gilbert, notre cerveau s'habitue assez rapidement à des situations parfois extrêmes. Cela veut dire que si on prend quelqu'un qui vient de perdre son travail, sur le coup, il dira que son bonheur est bas. Mais peu de temps après, même peut-être assez rapidement, il reviendra à son niveau de bonheur habituel, même s'il n'a pas retrouvé d'emploi. De même, si vous apprenez que vous avez gagné au loto, sur le coup vous allez avoir un plaisir très élevé, mais après, un peu de temps après, votre niveau de bonheur va revenir à la normale. Et ceci explique pourquoi des personnes qui vivent dans des situations terribles, du moins à nos yeux, ressentent quand même un certain niveau de bonheur. Et qu'à l'inverse, des milliardaires peuvent être très malheureux. Aussi, nos préférences dépendent de ce que l'on peut attendre d'une situation. Si on vit dans une société qui n'éduque pas ses filles, il y a de fortes chances que les filles ne veuillent pas se faire éduquer et ne voient pas en fait en quoi elles y gagneraient à être éduquées. Did you ever go to school? What would I go to school for? What's so great about being educated? C'est juste pas quelque chose qui est possible pour elles. Ouais, comme moi j'espère pas avoir une villa avec 3 piscines. Juste une, ça me suffirait. Bref, un indice de préférence ne nous dit donc rien de très objectif et rien sur ce qui est juste. Mais en gardant l'idée de ne pas se concentrer sur l'argent, mais sans pour autant ne référer qu'aux préférences, Sen et Nussbaum vont développer leur approche, celle des capacités. D'abord, c'est quoi une capacité? C'est un néologisme, un emprunt de l'anglais pour parler des capacités d'une personne. Les capacités, c'est, selon Nussbaum, des possibilités créées par une combinaison de capacités personnelles et d'un environnement politique, social et économique.
L'approche des capacités va donc se concentrer sur les capacités d'une personne à réaliser certaines choses. Et un État juste, pour Nussbaum, c'est un État qui développe les capacités de ses citoyens et qui se demande qu'est-ce que chaque personne est capable de faire et d'être. Essentially, it asks the very basic question, what are people actually able to do and to be in a wide range of areas which are thought to be of central importance for the quality of a human life. L'État ne doit surtout pas imposer des actions, mais il doit leur donner la possibilité de réaliser ces actions. Il y a une nuance. Ce qui veut dire que l'État ne pousse pas pour un fonctionnement, mais une capacité. Par exemple, il y a une différence entre faire un régime ou un jeûne et ne pas avoir accès à de la nourriture. Le fonctionnement est le même, ne pas manger. Mais dans deux cas, c'est un choix, dans l'autre cas, c'est une obligation. Nussbaum, c'est une libérale. Elle veut donc que les citoyens restent libres dans leur choix. Si vous voulez jeûner pour une quelconque raison, vous pouvez. L'État ne doit pas imposer des fonctionnements, mais il doit s'assurer que tout le monde y a vraiment accès. L'État ne doit pas vous forcer à manger, mais il doit s'assurer que vous avez accès à la nourriture. C'est sur le vraiment accès que je veux insister. En philosophie, et ce depuis Marx déjà, on retrouve une distinction entre liberté formelle et liberté réelle. La liberté formelle, c'est une liberté sur papier. Ça veut dire que selon la législation, vous avez certaines libertés. Mais la liberté réelle, c'est avoir réellement de la liberté. Ok, par exemple, vous pouvez avoir le droit sur papier d'avoir la santé. Mais avez-vous réellement accès aux soins de santé si vous habitez par exemple à plus de 2 heures d'un hôpital? Ou si votre hôpital n'a pas assez de personnel? Ah oui, j'ai la liberté d'apprendre, mais j'ai pas forcément les moyens de payer une université. Mais bon, je m'instruis sur YouTube. Pour Nussbaum, ce sont vraiment nos capacités qui comptent et qui permettent de mesurer une certaine qualité de vie. Pour présenter ça, elle part d'ailleurs d'une histoire, celle de Vasanti, une femme qu'elle a rencontrée en Inde. Vasanti a été mariée à un joueur compulsif, un alcoolique, et qui pendant des années l'a maltraitée. Sa situation était délicate parce que elle n'avait jamais travaillé, elle n'avait jamais été à l'école, comme c'est d'ailleurs le cas pour près de 50% des femmes en Inde à ce moment-là. C'était donc difficile de quitter son mari. Heureusement, grâce à ses 2 frères qui lui ont donné un peu d'argent et l'ont recueilli, et grâce à une organisation non gouvernementale, elle a pu acheter une machine à coudre et reprendre sa scolarisation. Ainsi, quitter son mari. Grâce à cet organisme et grâce à l'aide de ses frères, Vasanti va gagner en capacité. Et c'est ça qui va améliorer son sort. Et on ne parle pas juste d'une indépendance financière, bien que cela va lui permettre de ne pas retourner vers son mari violent, mais on va parler ici de rencontres, de soutien psychologique qu'elle va recevoir. Tout ça, ça va lui donner des capacités qu'elle sera libre ou non de développer. Ah oui, c'est touchant. Cette histoire nous montre que malgré des droits sur papier, il faut aussi des capacités et que ce qui importe, ce n'est pas juste la situation financière, mais aussi avoir une bonne vie. On voit mieux ce que c'est une capacité. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelles sont les capacités que l'État doit garantir et développer? Pour Nussbaum, et c'est ce qui la différencie aussi de Sen, il y en a 10. Les premières sont assez évidentes, la vie, la santé et l'intégrité corporelle. La 4e, c'est la capacité du sens de l'imagination et de la pensée. Ça veut dire assurer à chacun de pouvoir imaginer, penser et raisonner et de pouvoir faire tout cela en rapport avec des expériences religieuses, littéraires, musicales, etc. En gros, c'est garantir une liberté réelle d'expression. La 5e, c'est la capacité des émotions. Et ce n'est pas anodin car dans les autres travaux de Nussbaum, dont je ne peux pas parler ici pour pas faire une vidéo beaucoup trop longue, elle insiste beaucoup sur l'apport des émotions, particulièrement en droit et en philosophie. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Nussbaum parle de l'histoire de Vasanti. Les émotions, c'est ce qui peut nous amener à une réflexion, mais aussi à une compréhension d'un problème. Ici, par exemple, comprendre les capacités ou la situation des femmes en Inde. La 6e, c'est la capacité de la raison pratique, soit la possibilité de concevoir une conception du bien et d'engager une réflexion critique sur sa propre vie. C'est très lié à la liberté de conscience et à la liberté religieuse.
La 7e, c'est l'affiliation, soit la possibilité de vivre avec d'autres individus que l'on choisit. Développer cette capacité, cela implique de protéger des institutions qui offrent et développent des formes d'affiliation, comme par exemple les écoles, mais aussi les centres culturels, les centres sportifs, etc. La 8e est la relation aux autres espèces, c'est assurer de vivre avec respect pour et en relation avec des animaux, mais aussi des plantes et l'ensemble du monde de la nature. Ce n'est vraiment pas anodin car Martha Nussbaum a proposé aussi une liste de capacités à garantir aux animaux, largement inspirée de la liste que je vous présente aujourd'hui. Pour la petite histoire, sa fille travaillait d'ailleurs comme avocate pour la défense des droits des animaux. En fait, Nussbaum est très critique des approches classiques en philosophie de la justice qui placent comme un individu repère un individu rationnel et indépendant. Dans les faits, tous les humains ne sont pas doués de raison, ils sont vulnérables et surtout, ils sont dépendants les uns des autres. Nussbaum pense que concevoir une théorie de la justice à partir d'une telle conception de l'être humain, c'est pas mal se tromper. On devrait plutôt partir de la vulnérabilité, mais ça ouvre la théorie à d'autres individus, comme les animaux. La 9e, c'est la capacité du jeu ou du loisir. Et enfin, la dernière, c'est la capacité de contrôle sur son propre environnement. Nussbaum divise cela en deux notions, une notion politique, l'État doit garantir la participation de ses citoyens, et une matérielle, on doit être capable d'avoir accès à une certaine forme de propriété pour atteindre une certaine forme d'indépendance financière. Mais du coup, ça fait pas 11? L'État, par ses actions, doit donc développer des capacités. Une action peut évidemment développer plusieurs capacités. Par exemple, construire une école, ça développe la raison pratique, l'imagination, le jeu, l'affiliation, le contrôle sur son environnement, etc. Bref, c'est génial les écoles. Ouais, ça c'est bien le discours d'un prof. Une société juste, c'est donc une société qui intervient activement pour assurer un seuil minimal de capacités. C'est un point intéressant car dans le libéralisme, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée d'un État très proactif. Les libertariens, par exemple, considèrent que l'État doit intervenir le moins possible. Mais Nussbaum, c'est le contraire. L'État doit lutter contre la discrimination, doit aider les personnes vulnérables, doit favoriser l'accès à l'éducation pour tous et même doit protéger l'environnement. Ces questions de justice sont très proches des questions que posait le philosophe John Rawls. Vous pouvez trouver de très bonnes vidéos en français sur sa théorie de la justice si ça vous intéresse. Nussbaum est très inspirée par son travail, au point même qu'elle lui dédie un de ses livres. Mais l'approche de Rawls ne convient pas tout à fait à Nussbaum car c'est une approche très théorique qui présuppose que des institutions et des lois justes vont donner des situations justes. Ça veut dire qu'on part des institutions vers les faits concrets. Pour Nussbaum, il est important de partir de faits concrets plutôt que d'institutions, partir des histoires des individus pour comprendre ce que ces individus vivent. Et un très bel exemple de ça, c'est le cas du hashtag MeToo. Ce hashtag, il a mis en avant des millions d'histoires de femmes. Et si on n'avait pas eu accès à ces histoires, on n'aurait peut-être pas agi. Preuve en est, on n'a pas agi pendant très longtemps. Pour comprendre un problème d'injustice, on doit passer par des expériences personnelles. En ce sens, Nussbaum se rapproche beaucoup plus de l'éthique des vertus d'Aristote. Elle se dit d'ailleurs aristotélicienne, car elle développe une approche qui est contextuelle et elle s'éloigne un peu de l'approche déontologique, bien qu'elle conserve l'idée de droit inaliénable. Mais bien sûr, l'approche des capacités n'est pas sans critique. La première est que rien ne justifie vraiment les 10 ou 11 capacités. C'est finalement 10 valeurs que Nussbaum pense être universelles, mais on pourrait en débattre. Et dans ce sens-là, même si Nussbaum cherche à n'imposer aucune vision du bien et de donner à chacun un choix, il reste que ces valeurs sont une certaine vision du bien. Et en ce sens, n'est-ce pas un peu paternaliste de vouloir l'imposer à tous les pays? Ensuite, comment mesurer ces capacités? C'est quoi un seuil minimum? Tout ceci est très relatif. Mais ces critiques relèvent peut-être plus de la complexité que c'est de créer une théorie de la justice qui part du monde réel. L'apport de Nussbaum reste quand même très grand. Penser en termes de capacité, c'est revoir nos conceptions de la justice, c'est porter notre regard sur des situations parfois invisibilisées, tout en restant une approche libérale. Merci beaucoup de votre écoute et de votre soutien. J'espère avoir développé un peu votre capacité de raison pratique. N'hésitez pas à développer votre capacité d'affiliation en vous abonnant à la chaîne ou en laissant un commentaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.